Et nous revoici pour une nouvelle table ronde. On va reparler de téléassistance. C'est un gros sujet, la téléassistance au Festival Silver Echo 2025. J'ai un peu l'impression que le Festival Silver Echo et le Palais des Festivals de Cannes deviennent the place to be, la téléassistance française, européenne et mondiale de tous les acteurs de la téléassistance. Donc un rendez-vous qu'on va ancrer dans le temps. Merci à vous quatre d'avoir accepté de participer à cette table ronde autour de l'innovation. L'innovation, la technologie, comment on va repenser la silver economy pour améliorer la vie quotidienne. Et si science sans conscience n'est que ruine de l'âme, l'innovation n'a de sens que si elle répond à un besoin concret. Dans le champ du bien vieillir encore plus, la technologie peut combler des frustrations, lever des freins et transformer profondément le quotidien. Et je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette table ronde. J'ai quand même vous présenter un par un. Henri Bory, tu diriges le marketing et la digitalisation chez Assystel. Bienvenue. Merci Jérôme. Philippe Duchesne, Mobile Marketing Director chez Samsung Electronics France. Bonjour. Bonjour Philippe. Romain Gadot, directeur général de Silver Valley. Bonjour. Et Michel Usan, le cofondateur de Spokeo Audium. Avec vous, on va vraiment parler d'innovation parce que vous êtes arrivé avec des solutions qui consistent à casser les codes. C'est le propre de l'innovation technologique, mais aussi marketing quelque part. Et Samsung, moi j'aimerais avoir, si tu acceptes qu'on commence ensemble, Philippe, Avec plaisir. avoir ton point de vue sur la manière dont un leader mondial de la tech repense l'expérience mobile et connectée pour qu'elle reste accessible à tous, ok, mais là on parle du vieillissement de la population, donc y compris à toutes les générations. Alors c'est un vaste sujet, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Samsung, pour présenter en quelques mots, c'est un leader mondial de la mobilité. Ma division adresse les besoins des professionnels pour fournir des solutions de mobilité, que ce soit des PC, des tablettes, des objets connectés comme les montres par exemple. L'usage, t'en parlais tout à l'heure, l'innovation, ça doit répondre à des situations. Nous, on est persuadés que les montres qu'on fait dans le grand public, elles peuvent répondre à différents usages et des usages qui peuvent répondre aux besoins des seniors qui souhaitent rester le plus longtemps possible dans leur domicile. Le fait d'avoir des objets grand public qui peuvent être adaptés, c'est la meilleure façon, je pense, de ne pas clusteriser ou de ne pas stigmatiser ou de ne pas enfermer une population. C'est juste d'utiliser ce qui existe dans le monde du quotidien pour l'adapter à des situations spécifiques. Et là, on part d'un objet mainstream, grand public, qu'on va adapter pour répondre à un besoin très spécifique. Et c'est une façon de faire de l'innovation avec un objet qui est utilisé au quotidien par des générations qui sont jeunes aujourd'hui et qui seront les seniors de demain. Donc ça, c'était pour le pitch et la présentation de Samsung. On va faire un petit tour de table comme ça, chacun va pouvoir présenter un peu ses solutions. Assystel, Henri, est-ce que tu peux nous présenter Assystel en quelques mots ? Alors bonjour à tous. Oui, alors effectivement, moi j'étais déjà venu il y a 4 ans expliquer ce qu'était Assystel. On était en sortie de Covid. Et il est vrai que 4-5 ans après, on a bien évolué au sens où Assystel, c'est aussi une histoire entrepreneuriale qui est représentée par Alexis Roche qui est dans la salle et puis moi que j'accompagne depuis bientôt 15 ans. Je vais faire un petit retour en arrière et un petit retour d'expérience. Donc quand on a commencé, on s'était bien rendu compte que les personnes âgées étaient équipées depuis une trentaine d'années d'objets qu'on pouvait qualifier de moches. On parlait de la fameuse cloche à vache de mamie. Nous, on avait une expertise, on avait une usine de fabrication. On savait qu'il y avait un besoin. Le problème, c'est que notre grand-mère, en tout cas notre cliente, puisque je précise que 80% des clients sont des clientes en téléassistance, en fait, elle n'y voit pas l'intérêt de s'équiper tant qu'elle n'est pas tombée. Et ça, on le voit quand les gens nous appellent ou sont sur le site internet et ils nous disent clairement maman est tombée, faut maintenant qu'on l'équipe. Et on avait évidemment, comme tous ici, tous les téléassisteurs, des objets qui sont utiles mais qui sont stigmatisants. Donc on a commencé déjà par repenser le médaillon et on l'a appelé Framboise. Je crois qu'aujourd'hui il n'est plus à présenter, c'est aussi notre image de marque, c'est la téléassistance Framboise. Et petit à petit, on a senti en une quinzaine d'années que les comportements ont évolué. Et d'ailleurs, 15 ans, c'est un changement de génération.
en sociologie, à peu près. Et cette génération de seniors, dite génération silencieuse, est en train de nous quitter, malheureusement, et est en train d'être remplacée, doucement mais sûrement, par leurs enfants, les boomers, ou en tout cas un côté hybride encore, parce que les boomers ont une soixantaine d'années, ils ne pensent pas du tout à la téléassistance encore, mais ils commencent à y penser, et surtout pour leurs parents. Et en fait, ils ont je pense, en sociologie, un effet miroir, où en fait, ils n'ont pas envie de cette technologie, et de moins en moins, même pour leurs parents. Et en fait, de plus en plus, ils nous disent, écoutez, moi, ma maman, et puis même pour moi, elle sort, mon papa, il va à la pêche, il va aux champignons, etc. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc on a sorti des dispositifs de téléassistance mobile en ajoutant de la géolocalisation. Jusque-là, innovation assez simple, mais qui, pour ce marché, est déjà une révolution. Et ça représente aujourd'hui jusqu'à 25%, 30% de nos ventes. Je passe rapidement sur le fait que la pandémie du Covid a tout révolutionné au niveau des circuits de distribution. Je sais qu'en téléassistance, on parle beaucoup de l'installation à domicile, l'installateur qui va au fin fond des petits villages, etc. C'est ce lien social qui est très important, et nos confrères et concurrents le font très bien. Nous, chez Assistel, on a fait ce choix de se dire, en plein Covid, il faut aussi adresser les gens qui sont un minimum autonomes, et il faut repenser tout ça. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est aperçu que cette génération, surtout en post-Covid, avait changé, et on se dirigeait de plus en plus vers « mais vous n'avez pas le même design, le même produit que ma petite fille ?» Parce que ma petite fille, là, à Noël, elle m'a demandé une montre connectée, elle a ses appels, elle a ses messages, elle a sa fréquence cardiaque. Et il faut savoir que clairement, cette génération qui arrive est très connectée au care, au bien-être, à la santé, et au quantified self, comme on dit un petit peu, le fait de s'auto-analyser. Ils sont attirés par ça, et ils se disent, mais pourquoi moi je ne pourrais pas juste parler dans votre bouton, ou en tout cas avoir une montre, et si c'est la même montre que ma petite fille, ce serait bien. Donc de fil en aiguille, on a rencontré Samsung via Silver Valley. Et ça fait 2 ans qu'on est vraiment en train d'innover. Et ce que je voudrais dire là, c'est que l'innovation n'est pas le but. L'innovation, c'est un moyen. C'est un moyen de répondre à des nouveaux comportements. Et on a 3 sujets très importants, et puis après je laisserai la parole. C'est que on a le mur démographique qui est devant nous. On a une population qui change, et on a toujours l'image de la téléassistance vieillissante, stigmatisante. Et l'objectif, alors là, affiché clairement, et voilà, je ne vais peut-être pas forcément me faire des amis en disant ça en téléassistance, mais c'est de déplacer la téléassistance du domicile vers la personne elle-même. Et vous voyez, là, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis déjà équipé d'une téléassistance, à moins de 40 ans. Bon, je pense qu'il y a 30 ans, on aurait rigolé de ça, parce que c'était vraiment connecté personnes âgées. Et au final, c'est ça l'idée. C'est de rendre la téléassistance en 3 points: humaine, intuitive, désirable. Humaine, pourquoi ? Parce que on n'est pas idiot, on sait que la technologie, elle ne peut pas être sans l'humain derrière. Intuitive, c'est sans chichi, sans blabla. Juste, on utilise les mêmes produits que moi, j'utilise à 35-36 ans pour ma grand-mère. Et puis évidemment désirable, et ça c'est un gros mot encore en téléassistance, c'est l'idée que rendre la téléassistance pour ma grand-mère désirable, qu'elle ait envie de s'équiper. Et ça passe par du design, ça passe par des capteurs qui me donneront envie de m'équiper, parce que j'y trouverai un intérêt autre juste de me retrouver par terre et d'appeler à l'aide. Ça, c'est en plus. On reviendra sur l'innovation, votre PAX avec Samsung, où vraiment vous avez... parce qu'il y a l'innovation techno, mais il y a aussi l'innovation de rupture et l'innovation marketing quelque part. Si on continue le tour de table avec Spokeo, Michael Usan, donc tu diriges une entreprise qui s'appelle Audiome. C'est ça, l'entreprise c'est Audiome et le produit c'est Spokeo. Exactement. Lauréat concours Lépine. Exactement. Et mai innovation 2025. de rupture, encore une fois. Est-ce qu'on peut en quelques phrases expliquer ce que Bien c'est ? sûr. On peut même le voir à la caméra également sur la table. Bien sûr, et je suis content d'être là sur un plateau innovation. Et l'innovation, elle vient par le cas d'usage. En fait, avec Raphaël, mon associé, et Jonathan, on est
en EHPAD depuis plus de 20 ans. Et le cas d'usage auquel on a été confronté, c'est de voir des aidants ou des soignants devoir s'adresser à des personnes malentendantes qui ne sont pas appareillées et avec qui ça pose un vrai problème de communiquer. Donc on s'est posé et on s'est dit quelle est, à partir de ce besoin identifié, de ce cas d'usage, quelle serait la meilleure solution pour pouvoir communiquer avec eux à un certain moment, à un moment donné, pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et de ce constat-là, à partir du moment où on a commencé à travailler les solutions, on s'est aperçu que ce cas d'usage-là n'était pas du tout spécifique à l'EHPAD, mais qu'il concernait aussi plein d'autres gens, que ce soit les médecins en cabinet, un cardiologue, un ophtalmo qui reçoit des patients, une infirmière qui va voir une trentaine de patients dans sa journée, il y en a 3 ou 4 qui n'entendent pas très bien, plutôt que de passer un moment difficile, de perdre du temps, de hausser la voix, d'avoir une relation compliquée, parce que quand on hausse la voix, on est naturellement moins bienveillant. Eh ben, on s'est dit, on va trouver la solution pour qu'au moment où il y a besoin de communiquer avec cette personne, on ait une solution toute simple, on appuie sur on et on rétablit une communication facile. Et c'est comme ça qu'est né Spokeo. Et donc Spokeo, pour expliquer, c'est un casque qu'on va mettre et tout qui simplement, va permettre de... L'interlocuteur porte le micro et met le casque sur la personne malentendante au moment où il y en a besoin. Au moment où la personne dit quoi, comment, qu'est-ce que tu me dis, hop, on met le casque et la communication est rétablie immédiatement. Et derrière, on a développé toute la technologie, y compris une technologie qu'on a brevetée qui est la biconduction. Et c'est ça ce qui a été salué par le concours Lépine en remportant le prix du président de la République. Il y a 4 technologies. 1, le micro est proche de la voix de l'interlocuteur, ce qui évite les bruits parasites. 2, l'oreille est encapsulée à l'intérieur du casque et donc ça permet d'éviter tous les bruits parasites. 3, c'est la biconduction qui permet, même s'il y a un bouchon de cérumen à l'intérieur de l'oreille, grâce à la conduction osseuse, le son va arriver jusqu'à l'oreille interne. Et 4, c'est les 2 niveaux d'amplification que l'on a paramétrés pour faire en sorte que des personnes qui sont en perte moyenne ou sévère vont rétablir quand même une bonne audition grâce à Spokeo. Ouais, si j'ai demandé à ce que vous puissiez venir tous les deux, et puis toi, et puis Romain en grand témoin, c'est vraiment parce qu'on a des logiques d'innovation de rupture, et toi tu l'as pensé pour les EHPAD, mais dans loi d'accessibilité, demain n'importe quel pharmacien devrait avoir sur son comment on appelle ça, comptoir, sur son comptoir un casque à la disposition d'un client, etc. Tout à fait. Tous les établissements recevant du public se doivent d'avoir une solution inclusive pour les personnes en situation de handicap, y compris le handicap auditif. Alors, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de contrôle pour l'instant, mais la loi prévoit quand même d'aller jusqu'à une pénalité de 225 000 €. Ok, donc ça permet d'acheter quelques casques quand même. 3. 225 000, ouais. Romain, un peu notre grand témoin quelque part. Oui, parce qu'on a des industriels là, ou des gens qui sont des offreurs de services. Toi, tu accompagnes ces structures-là, donc pour ça que je te nomme grand témoin quelque part de cette table ronde. Comment on peut explorer, comment l'écosystème d'innovation français se structure, se fédère, s'accélère. Vous, Silver Valley, vous analysez ça tous les jours à la loupe avec Titouan, avec toute l'équipe que tu encadres. C'est quoi la vision que tu as de cette innovation en matière de silver economy? Ça bouge plus vite, ça se ralentit, ça explose. On en est où aujourd'hui de l'innovation? Alors techno, on est sur l'innovation quand même assez techno aujourd'hui. L'innovation techno, c'est quoi ta vision des choses? Déjà, je vais revenir sur le panel qui est autour de moi de cette table ronde parce qu'il représente plusieurs choses pour Silver Valley. La première chose que ça représente, c'est qu'aujourd'hui, on regroupe dans les acteurs qu'on accompagne des startups, des PME et des grands groupes industriels et qui innovent ensemble. C'est des acteurs innovants, mais qui aussi innovent ensemble pour créer des nouveaux produits. La deuxième chose que représente cette table ronde, c'est l'ouverture de notre secteur d'activité de pure players au départ très médico-sociaux, très gérants de technologie, à des acteurs d'innovation de rupture qui peuvent avoir plusieurs cas d'usage, ou à des acteurs de la tech généralistes qui peuvent répondre à une problématique posée pour les professionnels. Et ça, pour moi, c'est quand même symptomatique. Quand je repars avec Henri 15 ans en arrière, quand on s'est tous connus dans d'autres missions, je disais, non,
On est passé d'un secteur de la gérontechnologie qui était quand même très spécifique à un secteur de l'innovation pour la transition démographique qui est quand même beaucoup plus large et qui touche de nombreux enjeux. Je ne peux pas dire aujourd'hui que l'innovation s'accélère ou pas, je n'ai pas de métrique et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le nombre de projets n'est pas forcément un bon métrique parce que plutôt que la qualité. Ce que je peux dire par contre, c'est une certaine maturité dans les discussions et cette maturité permet d'avoir des discussions qu'on n'avait pas. Il y a 15 ans, on n'aurait pas eu des discussions avec Samsung, Google, avec Renault, on n'aurait pu pas permettre aujourd'hui à ces acteurs-là de se rencontrer. Aujourd'hui, les porteurs de projets sont matures, la discussion sur les business models viables a quand même pris. Il y a des acteurs qui pensent en dehors d'un modèle public, en dehors d'un modèle subventionné, qui pensent marché, accès marché, qui pensent envie, quoi. Moi, entendre dire on n'aurait pas parlé il y a 15 ans de la désirabilité ou de l'envie d'une solution, je dis mais c'est quand même très bizarre pour un entrepreneur de ne pas se poser la question de la désirabilité de sa solution. Et donc, c'est sûr, on a un niveau de maturité qui permet de dire que notre secteur n'est pas une niche, n'est pas une sous-filière, mais qui aujourd'hui est aussi important que la transition écologique parce qu'il va irriguer l'ensemble du secteur économique. Après, l'innovation aujourd'hui s'accélère par la technologie. La technologie, évidemment, l'intelligence artificielle aujourd'hui est un game changer, mais comme il est dans tous les pans de l'activité économique, et comme j'ai l'habitude de dire, technologie sans service ne vaut rien. Moi aujourd'hui, voir des decks qui nous arrivent où la première page c'est IA, la deuxième page c'est bienveillir, la troisième page c'est Mamami, mais il faut que j'attende la cinquième pour comprendre à quoi sert la solution. C'est pas intéressant. Par contre, voir comment des acteurs ont implémenté des briques d'IA, alors des briques d'IA généralistes ou des briques d'IA spécialisées dans des solutions de façon des fois totalement transparente pour rendre un meilleur service, ça c'est ce qui me fascine. Et ce qui me fascine aussi, c'est qu'on parle d'innovation dans notre secteur, mais on se rend compte qu'une partie des solutions pour répondre aux pain points de notre secteur ne sont pas forcément à trouver chez les pure players. Et je vais encore te reciter parce que tu es à côté de moi. Aujourd'hui, on a travaillé il y a quelques semaines avec des fédérations professionnelles qu'on a interrogées du domicile des établissements sur leurs pain points. Voilà. Quelles difficultés vous rencontrez, quelles sont vos problématiques. Et en face, on n'a pas mis des offreurs de la silver economy, on en connaît bien, on a fait un pas de côté et on a mis des acteurs généralistes de la tech et du service. En disant, vous avez une problématique sur le tri des CV dans les services à la personne. Peut-être qu'il y a une solution dans l'intérim sur une boîte qui trie des CV par IA. Vous avez des problématiques aujourd'hui sur l'usage au quotidien pour vos travailleurs de solutions d'IA. Peut-être que chez Samsung, il y a quand même des solutions sur étagère qui sont dans d'autres secteurs. Et sur les plannings, peut-être sur les plannings, on peut trouver des solutions dans notre écosystème. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est cette hybridation des modèles, des acteurs généralistes, des acteurs spécialistes qui va permettre, je pense, d'accélérer. Et la chance qu'on a, c'est d'avoir des acteurs majeurs de la tech ou de l'industrie aujourd'hui qui s'intéressent au sujet et qui ne peuvent pas ils vont pas rentrer en concurrence frontale avec les offres généralistes. Ils vont leur permettre d'aller plus vite et de créer des nouvelles offres où il y aura vraiment une logique de gagnant-gagnant sur cette innovation. Et a fortiori, ça marche aussi dans l'autre sens, parce que pour des acteurs généralistes, d'essayer de rentrer dans un milieu, de comprendre comment ça marche, ça prend du temps. C'est dédier des ressources, dédier des budgets pour essayer de mieux comprendre comment ça se passe. Et d'avoir des acteurs comme toi, ça nous permet tout de suite d'avoir un pied dans la porte, de mieux comprendre, d'avoir tout mis en relation avec les bons acteurs et de travailler directement sur des projets concrets. Donc l'accélération, elle passe aussi par des organisations comme la tienne qui permettent d'accélérer. Et j'ajouterais, oui. en fait, ça me fait penser à ce que vous dites, et pour vraiment rebondir, moi je représente, on va dire, le terrain, le concret de la personne âgée. Et si je le relie à l'innovation avec Samsung et Silver Valley, c'est aussi faire comprendre que innover en Silver Economy, c'est avant tout simplifier. Et ça c'est dingue parce que dans nos esprits, on a tous cette idée que l'innovation, c'est toujours un petit peu complexifier les choses parce que on rajoute des devices, on rajoute des options, on rajoute des éléments. Alors depuis 3 ans, on parle d'IA, alors il faut expliquer, etc. Et nous, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Assistel avec la Framboise Watch ? C'est qu'on prend une montre qui a été pensée par les Coréens Samsung dans un marché où ils ont aussi des concurrents. Ils ont essayé de faire les choses le plus simple possible, grand public. Donc ils sont partis essentiellement sur le sportif, le lifestyle. Et nous, on arrive et on leur dit, on va encore plus simplifier votre produit qui est déjà pensé pour être simple pour la vie quotidienne. Et on va le simplifier pour la personne âgée. Et ça, c'est pas forcément tout de suite naturel. Et nous, on leur dit, vous avez plein de capteurs sur votre montre, on va juste en prendre un seul. Parce qu'en fait, la personne âgée, elle nous dit, déjà, savoir ma fréquence cardiaque, c'est déjà bien. Et puis, vous savez, monsieur Bory, moi, je suis vieux, je suis vieille, ça me fait un petit peu peur, vous comprenez, déjà le tactile, parce que ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. On a tous et toutes cette sensation que
le tactile, ça fait partie de nos vies maintenant. Mais la vérité, c'est que premier focus group que je fais il y a 1 an avec la Framboise Watch, encore une fois grâce à Silver Valley et leurs équipes, je me retrouve face à un panel de consommateurs de 63 à 97 ans. Première chose, en leur montrant la montre. Alors moi j'arrive, je suis tout content. J'ai la Galaxy Watch 7, elle vient de sortir, on est en octobre, etc. Elle est belle, elle est flambant neuve. Et là je vois une dame qui n'arrive pas à appuyer sur le bouton tactile pour lancer une alarme. Alors que j'étais tout content de moi. Et avec Alice, notre consultante communication, on s'est vite retrouvés face à des gens qui nous disaient « Ah ben non mais c'est super, hein. On veut, alors ce qu'on aimerait c'est que ça envoie une alarme si mon cœur il s'arrête. On aimerait que si que si ça part en tachycardie, il faut appeler mes enfants, etc. » Ils ont une image de l'innovation très intéressante et puis totalement normale surtout. Mais derrière, il y avait ce tactile qui ne fonctionnait pas. Et donc, cette innovation aussi, elle passe par l'ultra simplification où on lance une alarme en appuyant sur un bouton. Et c'est amusant parce qu'on a tendance à vouloir tuer le fameux bouton rouge qui existe depuis 40 ans. Et finalement, sur la Framboise Watch, le bouton, il va rester indispensable. Et ça, c'est l'innovation en Silver Eco. J'ose imaginer vos premières réunions que je me dis, à la tête de ma TPE-PME, je me dirais commencer à bosser avec Samsung, ça va être très compliqué, mais dans cette logique, parce que c'est une grosse machine, et en fait on voit qu'il y a finalement une hyper accessibilité de cette société qui est finalement centrée sur l'innovation, donc qui travaille beaucoup en focus group, et c'est comme ça que vous avez travaillé avec Assystel. Moi j'aimerais qu'on revienne un peu sur la au-delà de la techno, sur la genèse de comment une entreprise comme Assystel commence à co-développer un produit sur la base d'un device Samsung. Alors ouais, en quelques mots, donc c'est surtout centré sur l'usage en fait. Assystel est venu avec une problématique, des usages, et nous on voit comment on peut y répondre et comment on peut s'inscrire là-dedans. Nous on pense que toute personne est de plus en plus connectée, qu'on a tous des applications pour mieux manger, mieux faire du sport, mieux boire, mieux dormir, etc. Et que la personne que je suis va utiliser ces applications et que demain, ça serait logique de rajouter une fonctionnalité. Est-ce que j'ai besoin d'être encore plus assisté? Est-ce que j'ai encore besoin d'être plus coaché? Et pourquoi pas de la téléassistance qui est un coach, une réassurance pour être bio dans mon domicile et me sentir confortable. Donc c'est cette logique-là qu'on a mis en place et de façon très concrète, on a fait un POC, un Proof of Concept. On a prêté des montres, des devices à Assystel pour qu'ils testent la solution et voir si leur solution rentrait dans nos montres et si tout se passait bien. C'est dédié du temps, c'est dédié des équipes, il faut investir. Alors investir, c'est investir des people en fait. C'est-à-dire que Stéphane qui est ici dans la salle va travailler avec les personnes d'Assystel pour essayer de construire quelque chose et qu'on se verra une fois tous les 2 mois pour voir où on en est et pour lancer quelque chose. Ça démarre comme ça. Un POC, s'il n'est pas performant, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ça ne sert à rien de passer plus de temps, on passe à un autre sujet. Il y avait quelque chose que tu avais dit qui m'avait beaucoup marqué, que l'innovation, c'est super, mais multiplier les projets, ça ne sert à rien. Il faut qu'une innovation, elle aboutisse à quelque chose de concret à la fin et quelque chose qui marche. Et je pense que c'est un gros problème qu'on a tous, industriels, start-up et téléassisteurs présents depuis 30 ans sur le marché, et toi qui essaies de mettre tout ça en musique, c'est faire quelque chose qui marche à la fin et qui aboutit sur quelque chose de concret. C'est le plus dur. La regrettée Geneviève Larocque disait « Design for old is design for all ». Il y avait pas mal la punchline. Moi, je souhaiterais vous lancer quelques idées comme ça pour qu'on puisse partager un peu votre expérience d'innovateur. C'est quoi, en quelques mots, une bonne culture d'innovation dans chacune de vos structures? C'est quoi l'ADN de la culture? Allez, Mickaël, tu veux répondre? Ouais. Vraiment, t'es chaud là-dessus. La première culture, on va construire le brin d'ADN tous ensemble. Les premiers brins d'ADN d'une bonne culture d'innovation en entreprise, c'est quoi? C'est d'abord le use case. Vraiment, c'est le besoin qui est identifié, qui n'est pas adressé pour l'instant, et c'est là-dessus qu'il faut aller trouver une solution. Après, quelle techno on met derrière, tout ça, c'est du détail de technicien. Mais ce qu'il faut, c'est trouver la solution au pain de la personne, réussir à évaluer si c'est un pain qui est vraiment puissant et qui concerne beaucoup de gens. Une fois qu'on a défini ça,
on peut y aller, mettre des moyens pour trouver une bonne solution. Henri, culture d'innovation. Marketing, vous avez fait quand même des belles choses. Oui, bien sûr. Après, ce que je voudrais dire, c'est que l'innovation n'est pas uniquement une innovation produit, wearable, des objets à porter, des objets connectés. Elle peut être aussi dans le circuit de distribution. Et nous, c'est ce qu'on a, je pense, c'est ce qu'on a fait, c'est de faire ce choix qui est risqué, mais innovant, de dire la téléassistance, elle n'est pas forcément distribuable obligatoirement par un installateur. Elle peut aussi s'adresser à des gens qui sont encore autonomes et qui veulent se sécuriser en lien avec leurs enfants ou pas. Ça, c'est aussi de l'innovation et c'est risqué quand on entreprend de dire on va faire comme ça et on se coupe potentiellement d'un marché. Romain disait en off, il y a deux téléassistances, il y a deux marchés, il y a des gens qui vont aller au fin fond des vallées pour installer chez les personnes âgées et on a besoin de ces gens-là. Et puis il y a d'autres téléassisteurs qui vont prendre le risque aussi de s'adresser à une population plus autonome. Ça, c'est innovant. Voilà, c'est une vision. Philippe ou Romain, un brin d'ADN. Alors, deux dimensions. Il y a la dimension pragmatique. Alors, j'aime bien le début du pragmatisme. Quel problème je veux résoudre pour qui? Ça veut dire cerner le problème, exécuter la réponse qu'on va apporter, regarder s'il y a après un business model ou pas, pivoter. Mais ça, c'est du pragmatisme, du concret. La deuxième, pour moi, l'innovation est collective. Alors évidemment, je parle pour Silver Valley, mais je l'ai toujours dit, sur les grandes transitions comme ça, on ne peut pas avoir raison tout seul. Celui qui a raison tout seul sur tous les marchés. Donc nous, notre ADN, c'est l'espace collectif de travail pour créer de la valeur collectivement, que les entrepreneurs portent leurs projets, mais aussi arriver à faire émerger d'autres collaborations. Parce que les enjeux sont tellement gros aujourd'hui que sans ce travail collectif sur l'innovation, on va perdre du temps. Donc voilà, moi les querelles d'ego, de chapelle, simpleur, on a la chance d'avoir un espace collectif où des acteurs qui sont concurrents entre eux viennent travailler tous ensemble chez Silver Valley parce qu'ils ont compris qu'il y avait la dimension individuelle et la dimension collective. Et pour moi, voilà, l'innovation seule, c'est pas possible. Je confirme, Spokeo fait partie de Silver Valley et ça a été un soutien important pour mettre en relation avec des personnes clés. Ça a été vraiment sur tout le parcours une aide très intéressante. ATCG pour l'ADN. Pour moi, l'usage, définitivement. La veille, parce que il faut repérer ce qu'on a envie d'innover, où est-ce qu'on a envie d'aller. Donc il faut qu'on trouve quelque chose, donc il faut être à l'écoute, il faut regarder, il faut réfléchir. Est-ce que j'ai envie d'aller là-dedans ou pas? Et après, il y a quelque chose de fondamentalement important pour moi, qui est l'organisation. Il faut dédier une organisation à l'innovation. Donc il faut dédier des gens ou du temps, des collaborateurs et du budget et se dire que sur les 5 jours de la semaine, il y en a un qui ne va pas être productif. Il y en a un qui ne va pas être dédié à mon client, il y en a un qui ne va pas être dédié à mon chiffre d'affaires, il y en a un qui va être dédié à demain. Et ça, si on ne le fait pas, on le mettra toujours à la fin ou quand on aura 5 minutes ou après un colloque, on se dira « Ah ouais, c'est super, il faut vraiment qu'on se voit pour qu'on bosse là-dessus ». Et ça, quelle que soit la taille d'un groupe, d'une organisation, s'il n'y a pas la volonté de dédier du temps et des people, ça ne marche pas. Garde le micro, j'ai une autre question. Alors, on ne parle pas de couple, mais la rupture, c'est difficile? La rupture, c'est difficile. C'est toujours difficile, la rupture. En tant qu'industriel, est-ce que la rupture, c'est difficile? La rupture, ça dépend à quel sens tu l'entends, mais la rupture, pour innover, en tous les cas, elle est abandonner quelque chose pour faire quelque chose de nouveau. Il faut savoir pourquoi on abandonne quelque chose pour se tourner vers autre chose. Donc, je dirais qu'il faut avoir des bonnes raisons pour faire une rupture. Je parle des innovations de rupture notamment. Évidemment. Mais moi aussi. Mais l'innovation de rupture. À faire, à expliquer au réseau de distribution aussi parfois et à vendre. Je pense qu'avant tout, ce qu'il faut, c'est de se dire que si on veut y aller, c'est pas y aller à moitié. Et vraiment, je reviens sur cette notion parce que c'est un vrai problème pour moi chez Samsung, d'expliquer à un top management, de dire voilà, on fait un pari, on décide d'aller dans le bien vieillir. Je vais mettre des personnes de mes équipes là-dessus, je vais mettre du budget là-dessus. On va se donner une période d'1, 2 ans, 3 ans, 5 ans. On va faire un business plan pour vous montrer qu'on a raison. Mais il faut nous faire confiance. La rupture là-dessus, de se dire oui, mais tu vas plus bosser sur ce projet qui est rémunérateur. Oui, mais on fait le choix d'aller là-dedans. Ça, c'est très compliqué. Mickaël, la rupture, c'est difficile, technologique? Non, c'est complètement euphorisant. Le jour où on a trouvé la solution, qu'on a essayé sur une petite dame, qu'elle a ouvert grand les yeux et qu'elle nous a dit oh, « merci », on savait qu'on avait rempli la mission. Henri? Alors, moi, tu parles de rupture, je vais parler de rupture en termes d'état d'esprit aussi, parce que je pense qu'une chose,
c'est que en Silver Economy, on a tendance à avoir des mantras. Moi, je pense qu'il faut casser ça en une phrase. C'est pas l'âge qui fait le marché, c'est le moment où l'on s'équipe. Et le problème, c'est qu'on a trop tendance à vouloir projeter ses propres besoins ou leur donner des besoins aux seniors, alors que tout simplement, il faut y répondre. Et c'est ça peut-être la véritable rupture de ces 15 dernières années. On a trop voulu projeter des besoins qui n'existaient pas. Aujourd'hui, il faut juste y répondre. Parce qu'un marché, et on a trop vu dans les rapports de financement à l'époque de la Startup Nation, où on disait, alors en 2030, 2040, il y aura un Français sur 3 ou même un Français sur 2 qui aura plus de 60 ans. Et, excusez-moi, mais à 60 ans, on n'a pas les mêmes besoins qu'à 85. Voilà. Et il faut répondre aux réels besoins. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler des mêmes seniors entre 60 et 85 ans. Romain, sur la rupture, sur la difficulté dans des startups que tu vois passer ou qui ont à un moment un modèle économique, un projet, un produit, et puis qui s'aperçoivent qu'en fait, ils n'ont pas pris le bon chemin. Là, ils sont à la croisée. Alors, il y a ceux qui vont, comme tu le dis, pas passer le vendredi après ou le mercredi après, mais à se dire on se pose une fois par semaine pour savoir où on va et on change de cap du bateau. Et eux, ils partent au large et on ne les revoit jamais. Et puis il y a ceux qui acceptent de complètement, avec votre concours, parce que vous faites des crash, des concepts crash. Donc à un moment, quand vous faites concept crash, pour expliquer, c'est un entrepreneur qui va arriver chez Silver Valley, qui va se retrouver devant un panel de seniors, il va lui expliquer son produit. 2 fois sur 4, il repart en pleurant. Parce que, non, je dis exagère, c'est pour le fun. Non, oui, mais il repart, il n'est pas bien parce qu'il se dit waouh, j'avais pas imaginé ce retour-là. Donc il est dans une situation de rupture, il doit réinventer son modèle. Donc pour eux, la rupture, c'est difficile après un rendez-vous chez Silver Valley. On va rester sur la rupture. Choisir, c'est renoncer. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes métriques, c'est d'être super pragmatique dans ses choix. Et nous, ce qu'on essaye juste d'amener chez Silver Valley, c'est du pragmatisme. Du pragmatisme dans comprendre son pain point, de comprendre qui sont ses clients, comprendre son business model. Et chez Silver Valley, on ne fait pas le choix à la place de l'entrepreneur, on est presque dans la meilleure position. On essaye de donner des clés auxquelles on croit profondément, et l'entrepreneur les suit pas, parce que de toute façon, l'entrepreneur est maître à bord, et moi j'y tiens. Mais ce qui est quand même important aujourd'hui, c'est normal qu'un entrepreneur dans sa vie pivote plusieurs fois. C'est normal, le marché évolue, la solution évolue, tu peux partir sur du B2B, aller faire du B2B2C, c'est normal. Par contre, ce que nous on essaye au maximum, c'est qu'il n'y ait pas d'incompréhension dès le démarrage du projet. C'est des grosses incompréhensions sur... Il y a 16 millions de seniors, ils ont tous des besoins homogènes. Ah ben non, il n'y a pas 16 millions de seniors qui ont la même chose. J'ai une problématique dans le secteur médico-social, je vais y répondre. Oui, mais si tu ramènes un logiciel là où tu n'es pas interfacé avec un DUI, alors que c'est une obligation dans certains cas, tu vas te prendre un mur. À nous de te donner des clés pour comprendre ton système, et après des clés sur la dimension purement entrepreneuriale pour les plus petites startups, sur ton business model, comment tu peux le faire. Mais ce qui est important, moi, l'innovation de rupture, je ne sais pas accompagner l'innovation de rupture, et je le dis, je ne sais pas accompagner l'innovation technologique de rupture. Ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est comprendre les enjeux d'une transition sociétale qui s'appelle la transition démographique, et connaître, et aussi grâce à nos membres, connaître les business models, connaître les acteurs, savoir éclairer pour un entrepreneur, éclairer les différents chemins possibles et les différents acteurs qu'il va rencontrer. Et rien que ça, c'est une mission qui nous prend à temps plein. Mickaël, faire simple, c'est compliqué? Ça nous a pris 5 ans. Ouais, je sais, c'est pour ça que je pose la question. Et on était parti dans des voies très différentes au début de ce que l'on obtient aujourd'hui. Par exemple, on voulait faire encore plus simple, mais on n'a pas pu. On voulait que le micro, par exemple, soit intégré au casque. Mais un micro intégré à un casque qui fait en même temps de la conduction osseuse, donc qui vibre, le micro et le truc qui vibre à côté, on s'est aperçu qu'il fallait changer notre fusil d'épaule parce que le son, il était pourri. Néanmoins, ça a été une opportunité. Parce que le fait que le micro soit proche de la voix de l'interlocuteur nous a permis d'avoir un son d'une super qualité parce qu'on ne capte que la voix de l'interlocuteur. Donc ça a été un mal pour un bien et il a fallu accepter le temps de partir sur des nouvelles voies de solutions techniques pour pouvoir arriver à la solution la plus simple possible. Ça va dans la direction de l'innovation, parce qu'il y a une grande marque de casque intra-auriculaire qui a sorti un casque où le boîtier où on range ses écouteurs est un micro en fait. Parce que toutes les personnes finalement
les micros ne fonctionnent pas et parlaient avec leur smartphone comme ça. Donc ils ont sorti un casque où l'étui est un micro. Donc au lieu de parler à mon smartphone, je parle à l'étui en fait, qui est le micro. Donc ça va vraiment dans la direction d'une innovation grand public en fait. Tout à fait. Après, l'intra-auriculaire n'est pas accepté par tout le monde, loin de là. Et c'est pour ça qu'on a choisi une solution casque. Effectivement, les solutions innovantes apparaissent comme évidentes quand elles sont sorties, mais je te repose la question à toi, Henri. Faire simple, c'est compliqué. Quand vous sortez le premier médaillon bijou, tout l'univers de marque autour de la framboise, quand on voit ce qu'il en ressort et tout ce marketing, on se dit bon sang, mais c'est bien sûr, c'était une évidence, c'était super simple, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Mais est-ce que justement faire simple, c'est compliqué? Il y a tout un travail quand même qui est fait en marketing, en amont, où on se pose des questions. Et ça prend du temps tout ça. Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu le retour d'expérience d'Assystel? Parce que vous avez, je me rappelle, vous avez communiqué avec Pierre Bellemare à une époque, vous avez cassé les codes un petit peu dans tous les sens, quoi. Et ça a fait bouger les lignes, globalement. C'est brique par brique. C'est année après année, effectivement, on s'est amélioré. Après, l'avantage de la téléassistance, c'est qu'il y a aussi un socle, c'est un business en abonnement, donc ce qui permet aussi de nous donner du temps, on va être clair. Après, c'est comprendre son client. Moi, c'est pas quelque chose du tout d'inné, mais je pense avoir l'intuition avec Alexis d'avoir su prendre les bons virages au bon moment. Et encore une fois, l'innovation, c'est pas que le produit. C'est aussi en termes de distribution, d'usage à la souscription, à l'accompagnement. Aujourd'hui, nos sujets sont dans la révolution de la relation client en téléassistance. Aujourd'hui, je pense que pendant trop longtemps, le sujet était que, et là pareil, je vais parler sans langue de bois, mais un bon client est un client qui n'appelait pas, quoi. Bon client est un client mort, hein, à la limite. Alors pas mort parce qu'après il résilie. Donc non, si on veut parler pardon, franchement. Non, mais c'est voilà, c'est ça, c'est que dire, il faut sortir. Moi j'ai d'appels, plus je suis content. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus j'ai d'appels, plus j'existe. Et il faut sortir de cette logique de téléassistance fermée et il faut ouvrir les choses, par exemple, aux aidants. Ça se concrétise comment? C'est une application couplée à la téléassistance. Dédié aux aidants. Alors évidemment, c'est pas sans le consentement de la personne âgée, etc., sur tous les problèmes de RGPD, mais c'est un espace client où vous retrouvez les factures, tous les documents contractuels, mais également le suivi des appels d'alarme avec les motifs, pour avoir aussi un environnement prédictif. On est aux prémices, mais au moins donner l'information aux aidants. Et ça, c'est quelque chose que pendant très longtemps, on n'a pas eu, parce qu'en tant que téléassisteur, bah oui, et même en tant qu'assureur, c'est-à-dire que vous espérez que votre client souscrive, et puis après, qu'il ne se serve pas du contrat, quoi. Et ben ça, il faut arrêter avec ça. Parce que c'est aussi ce qui scie la branche sur laquelle on est assis. Parce qu'il faut aussi que la personne ait une perception d'utilité du service de téléassistance, au-delà de « ce sera utile quand je serai par terre ». Non, ce sera utile au quotidien parce que ma téléassistance, et là je prêche pour ma paroisse, elle me donnera le nombre de pas que j'ai fait dans la journée. Elle me donnera ma mesure cardiaque. Avec l'IA demain ? Avec l'IA, alors déjà aujourd'hui avec les capteurs, mais l'IA pourra aller plus loin. J'ai discuté avec une dame âgée qui est venue sur mon stand et qui m'a demandé la prise de tension. Alors aujourd'hui, j'ai dû lui dire non, madame, j'ai pas de tensiomètre là dans la montre. Par contre, oui, il y a un capteur ECG, etc. On va pas encore s'en servir parce que après on fait face à des problématiques d'autonomie, etc. Mais un jour, oui, parce que justement, un géant comme Samsung, c'est leur partie d'innover et de faire en sorte que dans 5 ans, il y aura peut-être 30 à 40% d'autonomie supplémentaire. Et je pourrais, en gardant 24 heures d'autonomie pour mon client, lui proposer d'autres solutions. Je pense à des solutions de paiement. Je pense à plein d'autres cas d'usage que la montre permettra, en plus de la téléassistance, mais qui la fera rentrer en tant que compagnon de vie du quotidien. Donc tu as un petit peu cité l'IA, mais j'aimerais vous entendre. Alors, on a eu plein de tables rondes sur l'IA pendant tout le festival, mais un mot sur l'IA, je ne sais pas qui commence. Romain, t'as fait combien de tables rondes sur l'IA aujourd'hui? J'en ai fait 0. Alors tu vois, ça fait 2 jours que je suis là. J'ai fait 6 tables rondes, je n'ai pas parlé une seule fois d'IA. Je t'ai invité à aucune table ronde sur l'IA. Bon, non, écoute. mais tant mieux. Non, C'est le moment de se plaindre. non, au contraire, non. Mais tant mieux. Moi,
aujourd'hui, si tu veux, alors l'IA dans la silver economy, c'est pas un nouveau sujet. Moi, je suis fasciné. Alors, c'est devenu un effet de mode, mais les premières entreprises qu'on a accompagnées chez Silver Valley sur l'intelligence artificielle, 2015, 2017, 2020, je vois des pépites. Tu vois. L'IA aujourd'hui, on en parle parce que c'est l'IA qui est devenue à la mode. Mais le problème, c'est que comme sur tous les effets de mode, quand on en parle mal, ou en tout cas, on en parle d'une façon très généraliste. Et je dis, il n'y a strictement aucun rapport entre une société qui utilise un LLM du grand public pour faire un petit peu un chatbot client, une société qui a développé l'analyse de son jeu de données pour faire la détection de chute, ou toi qui analyse qui analyse ton signal sonore. Je veux dire, tout s'appelle IA, tout et n'importe quoi s'appelle IA. Et aujourd'hui, je suis un petit peu embêté par des grandes institutions aujourd'hui qui affichent l'IA en termes de thématiques. C'est l'IA et mathématiques. Alors que le sujet, ça doit être... Ah, c'est vendeur, ça fait journaliste. Hein. Oui, mais tout le monde Comme la robotique à une époque, on parlait robotique, toute la presse venait, aujourd'hui il faut tout le monde a sorti sa feuille de route IA, dans toutes les grandes nations, il y a une feuille de route IA qui est sortie, où moi quand je regarde le sujet, moi ce qui m'intéresse c'est mais quels sont les cas d'usage, quel est le service que je vais apporter demain, s'il y a une surcouche d'intelligence artificielle, tant mieux, est-ce que je suis obligé de le savoir si c'est une surcouche d'intelligence artificielle qui me rend le service? Ben, pas forcément, j'ai juste utilisé la technologie qui était à ma disposition. Par contre, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que ça va quand même être un game changer dans la transition démographique, comme ça l'est sur la santé, quoi, les impacts sur la santé, mais ça va l'être de façon relativement transparente et de façon relativement généraliste. C'est-à-dire que l'IA et les grands acteurs généralistes de la tech aujourd'hui ont quand même une puissance de frappe, une puissance de calcul, une puissance de R&D. Ils vont pouvoir apporter des solutions qui répondent aux enjeux de l'ensemble de l'écosystème, la personne, le professionnel, sans être des pure players et sans être marketés seniors. Aujourd'hui, je pense que l'avenir, on a parlé de cas d'usage senior sur les outils généralistes, mais ça va peut-être être l'inverse. On va penser des cas d'usage de la tech qui serviront à tout le monde et dont il y aura peut-être un petit bénéfice supplémentaire pour les seniors, mais qui ne seront absolument pas marketés seniors. Et ça, c'est l'IA, l'innovation technologique qui va le permettre. Michael, sur l'IA? Oui, je pense qu'il faut rester vraiment sur le cas d'usage. On s'adresse à une population soit très âgée, soit à leurs aidants qui vont avoir entre 50 et 70. Ce qui les importe, c'est d'avoir une solution à leur pain. Que ce soit fait par de l'IA ou par Tartampion, ils s'en fichent. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir une solution. Après que nous, en tant que professionnels, on ait mis de l'IA ou autre chose à l'intérieur, c'est notre boulot. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est une solution à leurs problèmes. Pour rebondir sur ce que dit Michael, oui, effectivement. Alors, moi, en tant que professionnel de la téléassistance, il y a deux chemins sur l'IA et il faudra qu'on fasse des choix avec Alexis parce qu'il faut aussi être dans le réel. Il y a le choix de l'IA qui va aider en interne le téléassisteur à être assisté lors de la prise d'alarme et être plus efficace parce que l'IA générative, conversationnelle, va pouvoir identifier via une reconnaissance niveau d'alerte conversationnelle, voilà, le niveau d'alerte et dire il faudrait faire ça dans 2 minutes plutôt que l'humain prenne 2 minutes pour y réfléchir. Ça, c'est hyper important. Je passe les cas de commercialisation, d'aide de chatbots sur les sites web qui peuvent être évidemment sur l'information pour le client. Et après, il y a le deuxième chemin qui est sur la problématique de la détection de la chute et de l'expérience du porteur en fait, de la montre ou du bouton. Je m'explique. C'est l'idée qu'on a vu dès début 2025 une boîte passer à la télévision, et bravo, sur la détection vocale. Sur le fait, parce que ça fait longtemps qu'on se le dit, ce serait bien, clairement, qu'on n'ait rien à porter et qu'on ait juste à dire « je suis tombé » pour que l'opératrice assistelle ou autre téléassisteur... Ouais, si tu fais le syncope, ça va être compliqué. Un peu comme un ange gardien, quoi. Bon, et l'IA, finalement, un jour, embarqué, pourquoi pas, dans la Framboise Watch ou dans les boîtiers de téléassistance existants, il suffit d'une connexion micro. Et là, effectivement, ma grand-mère, elle peut être par terre et elle peut, si elle a oublié de porter son bouton, parce que ça peut arriver d'oublier de porter son bouton, et voilà, elle a une aide supplémentaire qui fait que juste à la voix en disant « je suis tombé », une opératrice bienveillante va venir aider. Et là, c'est le Graal. Philippe Duchesne, allez, on est entre nous là. C'est quoi tous les nouveaux axes stratégiques de Samsung au niveau d'intelligence artificielle là, on dévoile, on ouvre les cartons. Je peux tout révéler, bien évidemment. Non, c'est de plus en plus d'IA, bien évidemment, pour rendre le téléphone plus intelligent. Si on parle de téléphone uniquement, c'est un téléphone avec une IA qui va permettre d'avoir une utilisation optimisée.
mettre en veille certaines applications, en activité d'autres. Si tu pars en vacances et tu as une application pour louer un bateau uniquement au mois d'août, eh ben, elle va se réactiver automatiquement. Ça peut être une IA intelligente qui va optimiser l'usage de l'appareil. Après, il y en aura de plus en plus pour faciliter la prise de décision, d'avoir des assistants, pour écrire en donnant 3 mots, et j'ai un email qui va être rédigé. Mais tout ça, ça on le connaît. Pour revenir sur nos problématiques, pour moi, l'IA, c'est plus la possibilité d'avoir un super calculateur pour agréger toute la donnée qu'on a. Je suis effaré de toute la donnée qu'on est capable de collecter sur le secteur du bien vieillir, du maintien à domicile, sur des indicateurs, sur des usages, des habitudes, des lieux de vie, à combien de kilomètres d'un médecin, etc. Et tout ça, cette donnée, il faut l'agréger, il faut la traiter et il faut en faire un bon usage. L'IA permettra ça, de passer d'un modèle où on réagit à un modèle où on peut un peu plus prédictif, que ce soit sur la chute, sur des indicateurs de santé qui sont en baisse et ça me donne une alerte où je peux anticiper un problème. Ça, je trouve ça, l'IA là-dessus aura un rôle à jouer, j'en suis persuadé, et je trouve ça vraiment intéressant. Après, c'est quel cadre on met en place pour permettre de partager la donnée, partager l'information. Ces notions d'RGPD qui protègent tout à chacun, elles sont aussi limitantes parfois parce que c'est compliqué de partager de la donnée aujourd'hui ou d'être autorisé à la stocker ou d'être autorisé à la diffuser. Et puis à qui on la partage? Est-ce que je peux l'envoyer à mon médecin traitant? Est-ce qu'il va l'utiliser? Ça, c'est des choses aujourd'hui où l'IA a un rôle à jouer, mais à la fin, c'est de l'humain qui devra analyser et qui devra traiter et prendre de la bonne décision avec cette donnée. Et là, l'IA peut aider. Merci beaucoup. Philippe, félicitations pour ton mariage. J'ai vu que tu avais une nouvelle bague au doigt. C'est un mariage récent. C'est un mariage avec la technologie, en fait. Voilà. Ma femme m'en voudra pas. Mais c'est une ring, donc c'est un objet connecté qui mesure mon rythme du sommeil, mon rythme cardiaque. Et pour les femmes, c'est pour aussi la santé des femmes sur le cycle menstruel. On aura l'occasion d'en parler dans une autre table ronde. Merci Philippe Duchesne, merci Henri Bory, merci Romain Gano, Michael Usan, de nous avoir partagé votre vision quelque part de l'innovation de rupture, l'innovation servicielle. Et puis on se revoit très vite dans les allées du Palais des Festivals de Cannes pour le Festival Silver Echo. Merci à vous. Merci Merci pour ce beau festival. Beaucoup.